Il est 3 heures du matin, une nuit du mois d'août dans l'estuaire de la Seine. Michel Guérard, patron pêcheur indépendant, sort du port de Honfleur à marée haute avec son équipage Christian Fenn et Raymond Drouin. Pour eux, c'est une journée habituelle, telle qu'ils en font 4 ou 5 fois par semaine durant la saison estivale. Mon arrière-grand-père était pêcheur, mon grand-père pêcheur, papa pêcheur, avec ses frères et tout ça, quoi. Enfin, il travaillait pas avec ses frères, mais enfin, ses frères étaient pêcheurs, enfin, toute la famille était pêcheur. Mon frère est pêcheur, je suis pêcheur, on est tous à notre compte. Michel Guérard est l'un des seuls pêcheurs honfleurais spécialisés dans la pêche de l'anguille. Bah, aux anguilles, là, on est à petit fond tout le temps, mais la quille, 3 quarts du temps, la quille, elle touche le fond. Ou si elle touche pas, c'est parce qu'on fait vraiment attention de pas rester au sec, quoi. Mais si on a 2-3 mètres dessous, c'est tout, c'est le maximum, là, aux anguilles. Mais il faut gratter le fond pour pêcher l'anguille. Nous, on gratte le fond. L'anguille, elle monte en rivière au printemps, avant le printemps, enfin tout au début du printemps. Elle monte en rivière, elle grossit en rivière et elle redescend à l'été, quoi. Nous, ça fait 17 ans que moi je fais les anguilles. Papa, il l'a fait une trentaine d'années, les anguilles. Tous les ans. En 1864, Charles Baudelaire parle de Honfleur. Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires, aux gréements compliqués auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. L'harmonie architecturale du bassin, l'expression subtile des valeurs lumineuses et atmosphériques ont contribué à faire de Honfleur un point de ralliement pour les poètes et les peintres. William Turner, Jean-Baptiste Corot, Richard Bonington, Johann Jonkind, Eugène Boudin, Claude Monet et Raoul Dufy établirent les bases de l'impressionnisme sur les bords de la Lieutenance. L'église Saint-Étienne a été édifiée en 1369 par ordre de Charles V et agrandie en 1432 par Henri VI d'Angleterre, durant l'occupation anglaise de la guerre de Cent Ans. Église la plus ancienne de la ville, elle abrite le musée de la Marine. On y découvre que Honfleur fut de tout temps consacré à la mer, mais aussi qu'il fut le point de départ de grandes expéditions lointaines. Le Brésil, découvert en 1503 par Binot, pommier de Gonneville, sur le bateau L'Espoir. Terre-Neuve en 1506 par Jean Denis. Et le Canada par les multiples voyages de Champlain, le Saintongeois qui choisit Honfleur pour port d'attache et de départ, et qui aboutit en 1608 à la fondation du Québec. Le bassin de la Lieutenance étant occupé aujourd'hui par les bateaux de plaisance, les pêcheurs se sont réfugiés dans l'avant-port, lui-même délaissé par les chantiers de construction navale et la navigation industrielle, qui se sont, eux, retirés dans les installations du Havre, plus avant dans l'estuaire. À marée haute, le soir ou le matin, les pêcheurs s'y croisent, en partance ou en retour de la pêche aux crevettes, à la saule, au maquereau, à l'anguille ou, en hiver, à celle de la coquille Saint-Jacques.
lever du jour, le Cambronne a déjà relevé ses filets 4 fois. Le Cambronne, on l'a appelé ainsi en souvenir d'une parole retentissante que le père de Michel Guérard a prononcée au syndicat des pêcheurs de Honfleur. Quant à Michel Guérard, lui, on l'appelle le mitin. Il a débuté sur le bateau de son père à l'âge de 11 ans. Aborder le bateau comme nous, le patron, il dort jamais, ou pour ainsi dire jamais. Parce que le gars, bon, le matelot, lui, il épluche, il ramasse le poisson, il lave, il trie. Une fois que c'est fini, bon, disons qu'il a un laps de temps où il fait rien. Bon, il a le temps de se délasser quand même, que nous, on peut pas. Enfin, on peut pas dire que ce soit nous qui avons le plus de mal. Donc on a la responsabilité du bateau et puis de la pêche qu'on entreprend, quoi. Parce que si on a le souci, on a davantage de soucis. C'est surtout fatigant de dire on s'en va et puis ce soir il faut ramener quelque chose pour que tout le monde y gagne bien sa vie, pour que les hommes gagnent bien leur vie et puis moi aussi forcément. On est des tâcherons en fait. Si on pêche, on gagne bien notre vie. Si on pêche pas, on gagne rien. Alors, les paires, ça se passe comme ça. Le bateau a un certain nombre de paires. Et bon, moi, je suis patron, j'ai une paire et demie. Et mes matelots ont une paire. Un terrain à la campagne que vous labourez pas, vous laissez toujours sans le travailler, il arrive à s'appauvrir. À la mer, c'est pareil. Quand l'eau est claire, quand il n'y a pas de mauvais temps pendant plusieurs jours, voire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, l'eau est toute claire. Elle devient transparente, quoi. Ce qui fait que le poisson voit nos filets et il rentre pas dedans. Alors quand il se trouve surpris dedans, il fait le maximum pour en sortir. Et une fois sur 10, il se trouve coincé, mais autrement, 9 fois sur 10, il arrive à s'en échapper. Ça se défend, hein, le poisson. C'est comme un gibier. On se rend compte que le poisson est de plus en plus malin, étant donné qu'il y en a de moins en moins. Et puis qu'on a des appareils de plus en plus perfectionnés pour pouvoir les attraper. Et puis on a de plus en plus de mal. Donc le poisson se défend. Et nous, on pêche au chalut. C'est un chalut qu'on traîne. C'est un filet traînant, donc c'est un chalut. Un filet, en fait, c'est un filet qui dérive avec le courant, quoi. C'est ça le filet. Mais nous, c'est le chalut. On pêche au chalut. Mais ces 2 grands panneaux en fer, là, de chaque côté, ça sert à écarter le filet et les boules dessus, à le faire gonfler. Alors, il faut avoir des panneaux suffisamment grands et ça dépend de la grandeur du chalut, quoi. Nous, parce que le chalut est très lourd, alors il faut des panneaux premièrement lourds et avec une surface assez grande pour pouvoir écarter tout ce matériel-là. Il fait 21 mètres de dessous et 16 mètres de dessus. Mais en fait, le chalut, il écarte pas sur 16 mètres. Hein. Il n'a pas une ouverture de 16 mètres. Une fois qu'il est en pêche, si on pêche sur 8-9 mètres de grandeur, c'est le grand maximum. De profondeur, il a 25 mètres, quoi. 25 mètres de profondeur. Et d'ouverture, il ouvre de 2,50 mètres à peu près. 2 mètres, 2,50 mètres. Ce système-là, parce que c'est un chalut 4 faces. Mais les chalets à macro, c'est à peu près pareil, à part qu'il lève moins haut. Il lève à 1,80 m, 2 mètres maximum. S'il y a 20 mètres de fond, il faut qu'on file 6 fois 2, 12, 120 mètres de pâle. Toutes les semaines, de toute façon, il faut le débarquer pour le refaire. En moyenne, oui, toutes les semaines. S'il n'est pas déchiré avant. Parce que on a vu en déchirer 2 dans la même marée. Ça dépend si on a la chance ou pas. Ça dépend si on pêche bien dans les coins à peu près propres. On se contente de ça. S'il n'y a rien, on essaye toujours d'aller ailleurs pour essayer de l'attraper un peu. Puis c'est là que c'est scabreux et puis qu'on arrache le filet.
Le ciel, tranquille et beau, et les vagues de l'air s'accordent au repos des vagues de la mer. Les thons, les marsouins, les dauphins, les baleines dorment sur le sablon, sans sentir les haleines des zéphyrs apaisés. Il semble que cette eau soit un marbre poli, ou quelque grand tableau entremêlé d'azur, où les rives muettes n'entendirent jamais le jargon des mouettes, prophètes du fort temps. Ni les noirs tourbillons ne froncèrent les eaux en humides sillons. Je tendrai maintenant quelque amorce secrète pour prendre du poisson, voguant en ma barquette, hachant et renversant à grands coups d'aviron la grand plaine salée, errant à l'environ de quelques vieilles roches, épiant la contrée fertile de poissons, d'écailles et de marées, pour la porter en ville, et n'apporter ma main vide dans ma maison, mais pesante d'airain. Je ferai maintenant de grands nasses d'éclisses, et de saules, et d'osiers, et de joncs qui se plissent. J'en ferai l'embouchure étroite et longue, afin d'y trouver le turbo prisonnier au matin. De longs poils de cheval, je ferai de la tresse, où pendrait attachée la ligne tromperesse et le fer amorcé de 300 hameçons pour dérober les nuits et tromper les poissons. Je laisserai des raies, attachant au cordage de ce bois qui dans l'eau légèrement surnage. Et puis, pour l'affondrer jusque dans le sablon du plus creux de la mer, j'y laisserai du plomb. J'aurai toujours chez moi 1000 ruses gentilles, 1000 sortes d'appâts, 1000 façons subtiles pour faire des engins, des bâches, du verruin, afin de n'être oisif et de chasser la faim. Toujours serais en mer pour tromper la fortune et butiner après les troupes de Neptune. Aujourd'hui, les pêcheurs ont recours à la technologie moderne. Radio, radar, position du bateau, sonar pour le profil du fond et l'évaluation des bancs de poissons. Mais rien ne peut vraiment remplacer l'expérience du patron pêcheur. Il est le seul à tenir la barre, le seul à ne pas s'assoupir quelques instants entre deux remontées du chalut. Dans l'après-midi,
Le cambronne cherche ses prises dans des bancs de petits poissons, le sprat. Les mouettes s'agglutinent au-dessus des bancs, conscientes que les rejets des pêcheurs leur offriront l'aubaine d'une bonne pitance. Ah, les mouettes, c'est un phénomène aussi. Il y a les blanches et les goélands, et il y a les petites mouettes, quoi. On appelle ça les mauves. Nous, les mouettes, on appelle ça le gibier, quoi. Le gibier, il sent bien le poisson dessous. Quand le poisson mouve dans l'eau, les mouettes, ils sentent bien que le poisson est en train de mouver. Et ils tournoient dans l'air, parce que, et ça, c'est un repère pour le pêcheur. Quand on voit le gibier se déplacer et se mettre à tourner, c'est qu'il y a du poisson dessous qui est en train de mouver. Le sprat, c'est une petite sardine. Il y a une vingtaine d'années, même davantage. Ce poisson-là était bien commercialisé. Et maintenant, c'est plus vendable parce que le poisson est un peu moins beau qu'il était avant, enfin un peu moins gros. Mais c'est un poisson qui est délicieux. On le refiche à l'eau. Ça fait la nourriture des mouettes. Je ne sais pourquoi mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi? Pourquoi? Mouette à l'essor mélancolique, et le suit la vague ma pensée à tous les vents du ciel balancés, et biaisant quand la marée oblique, mouette à l'essor mélancolique. Ivre de soleil et de liberté, un instinct la guide à travers cette immensité. La brise d'été sur le flot vermeil doucement la porte en un tiède demi-sommeil. Parfois si tristement est le cri qu'elle alarme au lointain le pilote, puis au gré du vent se livre et flotte et plonge, et l'aile toute meurtrie revole, et puis si tristement crie. Je ne sais pourquoi mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi? Pourquoi? D'année en année, on arrive à savoir et à apprendre que le poisson, bon, bah, telle époque, il est là, telle force de marée, telle force de courant, il va se trouver plus vers ce coin-là que ce coin-là. En fait, pour être bon pêcheur, il faut être patient, quoi, je crois. Il faut être patient. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'énerver, enfin essayer de ne pas s'énerver. Et dire, bon, bah, on a fait comme ça n'a pas marché, bon, on va faire comme ça va peut-être être mieux. Il est 9 heures du soir. Le cambronne rentre au port et croise les crevettiers qui partent pour la pêche nocturne. La journée aura duré 18 heures. Demain matin, avant l'aube, Michel Guérard et son équipage reprendront la mer.
Sur le quai, le marchand attend les anguilles encore vivantes. On va les peser et elles partiront ce soir encore pour leur destination. Malheureusement, je pense pas que nos fils seront pêcheurs, hein, parce qu'il n'y aura plus assez de poissons. Il n'y aura plus assez de poissons pour faire des pêches comme nous on fait, quoi. Avoir des petits bateaux, avoir une vie quand même familiale. Il n'y aura plus assez de poissons pour qu'ils puissent s'en tirer, je pense pas. Les efforts de la municipalité pour réglementer le marché du poisson à Honfleur se sont révélés vains. Le poisson se vend toujours à la criée, sur ces petites voitures à bras, comme il y a 300 ou 400 ans. Le samedi est jour de marché sur la place Sainte-Catherine. Les pêcheurs ne sortent pas en mer ce jour-là. Ils s'occupent de l'entretien de leurs bateaux et des filets. Le dimanche sera jour de repos, mais le lundi, avant que la France ne se réveille, ils repartiront pour une semaine de pêche et s'y consacreront durant plus de 80 heures, en hommes libres et amoureux de leur métier. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres. Puis le terrain s'abaissa, des lumières s'entrecroisèrent et elle se crut folle en apercevant des chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d'autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grains. On entendait chanter des poules, le capitaine jurait. Et un mousse restait accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l'avait pas reconnu, criait « Victor !» Il leva la tête. Elle s'élançait quand on retira l'échelle tout à coup. Le paquebot, que des femmes halaient en chantant, sortit du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné, on ne vit plus personne. Et sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui pâlissait toujours, s'enfonça, disparut.